Ok. Ok. Je peux commencer. Je réponds au nom de Prosper Moussama Mumba. Je suis de tribu Nandé. Ma femme est de tribu Tutsi congolais. On s'est marié l'année 1985. 1985. Et on vivait paisiblement à Ikuku. Ikuku, c'est au nord Kivu de la province de Nord Kivu, district de Rutshuru. Rutshuru, c'est en RDC, DRC, Congo. Alors, avec les événements de la guerre, quand la guerre a commencé, il y a eu des groupes de rebelles, des autochtones de Mai Mai qui défendaient l'intrusion ou l'entrée de rebelles. Alors, ma tribu est l'une des tribus qui s'est opposée à l'hégémonie de Tutsis qui voulaient envahir, prendre et dominer tout l'est de la République démocratique du Congo. Alors, il y a eu des Mai Mai qui s'étaient opposés à leur expansion hégémonique. C'est de là que tout a commencé, tous les problèmes. Moi, étant Nandé, ma femme est Tutsi, il y a rivalité entre Nandé et Tutsi. Parce que Nandé, ce sont des gens qui se sont opposés contre l'invasion des Tutsis. Ils ne voulaient pas que les Tutsis étendent leur hégémonie, leur domination. Et maintenant, il y a eu des problèmes dans ma famille. Dans ma famille, avec les membres de mon épouse, à cause de nos tribus, nos deux différentes tribus. Alors, en 2006, vers la fin de cette année-là, les Mai Mai, m'accusant moi d'être un traître, ils sont venus prendre mon épouse. Mon épouse, ils l'ont torturée, tuée, et ils ont pris aussi ma fille. Ma fille, sont allés en brousse. On l'a tué, mon épouse. On a tué, il y avait d'autres aussi, mais ma fille était vivante, on ne l'a pas tuée. Parce que c'est elle qui est revenue à la maison nous rapporter, nous raconter. Et depuis, on ne s'est jamais vu avec ma fille. Depuis qu'elle est partie avec les Mai Mai, elle n'est plus jamais rentrée. Alors, j'ai dû quitter Ikuku
pour m'installer à Rutshuru. À Rutshuru, j'étais comme un enseignant. J'ai enseigné l'arithmétique commerciale à Rutshuru, l'économie politique, technique de commerce. Alors, les rebelles de Kunda Batware venaient souvent prendre les enfants pour les pratiques de services militaires. Ils venaient recruter des jeunes gens, des garçons et des filles aussi, surtout les Tutsis. Ils venaient à l'école avec des armes. Les enfants Tutsis venaient à l'école avec des armes. Alors, voyant cela, c'était vraiment une insécurité pour nous les enseignants et pour les autres enfants. Alors, nous avons écrit, nous avons dit aux autorités, à la MONUC, qui était MONUC, c'est Mission des Nations Unies au Congo. À cette époque, c'était MONUC. Alors, on a écrit à MONUC, on a écrit à l'ONG des droits de l'homme pour qu'on puisse empêcher à ce que qu'on puisse recruter de force les enfants, les mineurs, pour la rébellion, pour les services militaires. C'est ainsi le 2 novembre 2008 que nous avons fait une marche pour s'opposer au recrutement forcé des enfants. C'est le même jour, à 21h, chez moi, à la maison. On est venu me prendre par les rebelles. Il y avait aussi d'autres enseignants et d'autres militants des droits de l'homme. On s'est retrouvés au parc Virunga. Au parc Virunga. À peu près 35 comme ça. Alors, nous étions torturés. C'était le 2 novembre 2008. On m'a tabassé parce que j'ai perdu connaissance. Alors, il y a un garçon qui me connaissait très bien, à qui j'avais donné cours. Et il était parmi les rebelles, un enfant soldat. C'est le garçon qui m'a aidé à m'échapper. On a pris, après des jours, les 5, on a pris fuite avec lui. Il m'a accompagné jusqu'à Bunagana. Donc, on a fait deux jours en route pour arriver à Bunagana. Ce n'est pas vraiment une très grande distance entre le parc Virunga et Bunagana. Ça fait à peu près 8 à 10 km comme ça. Mais comme on était en mauvais état, on a fait des jours, on est arrivé le 8 à Bunagana. Bunagana, c'est la frontière entre RDC, Congo et Ouganda. Alors, à Bunagana, on avait organisé un service de Red Cross, de la Croix-Rouge. Croix-Rouge qui recevait des gens qui venaient, et qui étaient malades, qui étaient blessés, qui étaient blessés. Alors, ils recevaient les premiers soins. C'est ainsi que moi aussi, je me suis présenté là à Red Cross, à la Croix-Rouge du Congo. J'ai été reçu et traité. Et là, il y avait un ami qui travaillait à l'OCC. OCC, c'est Office de contrôle congolaise à la frontière. Un ami m'a donné l'argent, m'a payé les transports pour traverser. Je suis arrivé le 8 novembre et le 10, j'ai traversé
la frontière de Bunagana. Alors, j'ai pris le bus, on appelle Horizon Pass de l'Ouganda. Alors, je suis arrivé à Kampala le 10, le même jour. À Kampala, j'ai été reçu par un pasteur d'une église à Makindye. Je suis resté 2 jours à l'église. Alors, les membres de l'église m'ont aidé à chercher une maison, une petite chambre. Alors, on a trouvé une maison à Massaja Bi, à Kampala, dans le quartier qu'on appelle Massaja Bi. On m'a installé là-bas. Alors, jusqu'à présent, je suis toujours dans ce même quartier. Alors, ma famille, mes enfants, les enfants de ma grande sœur sont restés à la maison quand on est venu me kidnapper, on est venu m'enlever par les soldats, les rebelles. C'était à 21h. Alors, on a commencé à me tabasser. Les enfants pleuraient, je ne sais pas ce qui sont arrivés après moi. Je n'ai aucune information pour eux. Et quand je pense, alors ça me démoralise un peu. Alors, ici, à Kampala, on vit par la grâce de Dieu. On n'a pas de travail. On est un peu malade parce que avec les tortures, on a fait de dépression. Parfois, on passe la nuit blanche sans avoir le sommeil. Alors, on cherche comment on peut trouver une vie normale comme un être humain. Il y a les organismes de droits de l'homme, il y a les organismes internationaux qui essaient de nous aider, de nous prendre en charge pour les soins médicaux, pour les traitements. Mais c'est toujours difficile. C'est difficile. Parce que nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu, nous croyons aux hommes de bonne volonté, aux organisations internationales qui nous aident. C'est pourquoi nous ne perdons pas l'espoir. Nous savons que Dieu donne la vie, Dieu nous aide. Il y a des gens qui nous aident, des gens de bonne volonté. C'est ainsi que nous sommes encore en vie. If Jack hadn't left suddenly for his new job out west, Catherine wouldn't have had to sell her car to cover the rent. And if Madeline hadn't bought that car, she might never have spontaneously made a trip to the coast. And if she had not been so tired after driving all night,
She might never have had that expansive feeling that one sometimes has while gazing vacantly at the ocean's horizon. And without that oceanic feeling, she might never have been in the appropriate frame of mind to notice the beguiling characteristics of the man next to her. And without the relationship that eventually resulted from that encounter, she would have never reached the point of bitter disappointment that compelled her to throw all of his belongings out the window and to give all his records to her friend Karen, who would not have played that old Smith song so loud, in which case she would have not had the opportunity to meet her neighbor. And had that meeting not taken place, they would not eventually have had a child. And had Karen not had an aunt that she loved dearly named Audrey, it is very unlikely that she would have thought to name her own child Audrey. And if the child Audrey had been given another name, she might not have been given a desk right beside Amelia on the first day of school. And if there had not been several mildly traumatic experiences on that first day of school which they both helped each other through, they might not have become lifelong friends. And without that friendship, they might not have ever realized that they both were impossible creatures, not well suited for this world. And had they not both understood that they were impossible creatures not well suited for this world, they would not have been in a position to see that the world correspondingly did not believe in them. And they would have not designated an old suitcase as a sign of their non-existence, which they filled with letters, texts, maps, an old impenetrable book, and various small objects, all of which were well beyond the reach of day-to-day belief. And had Audrey not decided to explore the nature of her non-existence, she might not have embarked on a tour of the world's natural history museums. And if she had not left so suddenly, she might not have abandoned all her belongings, and her friend Amelia would not have had to salvage them and store them in her basement while longing for Audrey's eventual return. For even though hers was an impossible life not made for this world, with the help of her friend she was at least able to live in it. And had she thought that she could, at the very least, live in this world, she might not have thought it necessary to join her friend, without whom her impossible life would likely devolve into a series of false possibilities, which would eventually undermine her capacity to see that Amelia, too, was a creature as approximately impossible as herself, and that the path she chose was perhaps not in any meaningful sense a path at all, but something more like a container, whose walls pretended to infinite space, like a diorama, with those charmingly false horizons receding into an artificial distance, which reminded her that Audrey, the one who could never tolerate pointless ornamentation, that Audrey, even though an impossible creature not made for this world, and even though herself made up of impossible attributes, she knew, would never have forsaken her own non-existence. And Amelia might not have then found herself packing her suitcase, the same suitcase that had been the focus of their unbelievability years earlier, now with a new purpose, the new purpose and the old purpose orbiting each other like twin stars, mirroring a halting cycle of attraction and repulsion for this world, for which neither woman was well suited, this world which doesn't believe in them, a mirroring and an orbiting which they both would have recognized as one more sign of the ceaseless lending and borrowing between them, the one making the world livable for the other, as if that precarious livability in this otherwise inescapable world was the only real sign of its worth.